Bien. Alors, aujourd'hui là, je vais vous commenter la partie 3, enfin, peut-être pas en entier, mais la partie 3 du cours sur la vérité. Donc, le titre, c'est par quel moyen, sous-entendu par quel moyen est-ce qu'on peut atteindre la vérité. Comme je le dis au début là, dans la partie d'avant, on a examiné la question de savoir si la, la vérité, on pouvait l'atteindre, si elle existait. Dans la dernière partie de la partie 2, on est arrivé sur l'idée que oui, on peut atteindre la vérité, enfin en tout cas on peut s'en rapprocher. C'était ce que disaient les textes des scientifiques sur lesquels je vous avais posé des questions. Voilà. Alors je passe, ça vous pourrez le lire, enfin, vous l'avez lu normalement, mais je passe sur cette partie-là où je parle de différentes façons d'aborder la question de la vérité en philosophie, que ce soit donc ce qu'on appelle la philosophie de la connaissance ou la philosophie des sciences. On va dire que la philosophie de la connaissance, elle est euh, comment, plus générale que la philosophie des sciences. Euh, En philosophie des sciences, on s'interroge sur la manière dont euh, une science particulière parvient à des connaissances, parvient à construire des savoirs, comme par exemple, je sais pas, on peut faire de l'épistémologie, des mathématiques, de la biologie, de la physique. Et la philosophie de la connaissance, c'est plus général, c'est les questions qui portent sur la question de savoir comment l'esprit humain en général est capable de connaître et si oui, est-ce qu'il est capable, il en est capable, etc. etc. Voilà. Bon, donc ça je laisse tomber, c'est pas vraiment le plus important du cours, ça sert un peu d'introduction à la suite. Alors, après là on a sur un point plus important, c'est le, la question de savoir quelle est, on va dire, enfin, quelle est la source de nos connaissances. Donc, deux grands courants en philosophie, euh, le rationalisme et l'empirisme. Alors, vous avez dû lire normalement le cours, hein, mais si je résume, le rationalisme, c'est la doctrine qui dit que c'est principalement ou essentiellement grâce à notre raison qu'on parvient à connaître. Hein, c'est l'esprit humain seul qui parvient à atteindre certaines vérités. L'empirisme, c'est la position qui consiste à dire que c'est grâce à nos sens, c'est grâce à notre perception qu'on parvient à connaître. Euh, la raison a comment dire, un rôle passif, elle reçoit des informations qui viennent de l'extérieur. Pour les empiristes, selon la formule consacrée, on va dire, euh, toutes nos connaissances viennent de l'expérience, toutes nos connaissances viennent de l'extérieur, si vous voulez. Il n'y a pas de connaissances a priori dans notre esprit, il n'y a pas de connaissances innées, d'idées innées. Hein. Donc là, je vous ai fait un petit truc, une petite présentation de deux auteurs qu'on peut raccrocher donc, au courant rationaliste. C'est d'abord Platon et ensuite Descartes. Donc, Platon, qui en particulier dans l'allégorie de la caverne développe, alors vous avez mis un lien ici, là, j'espère que vous êtes allé voir là, vers une autre feuille, dans l'allégorie de la caverne, donc, qui est un texte très très célèbre de l'histoire de la philosophie, Platon développe l'idée que si on veut connaître, il faut se détourner de nos sens. Bon, je ne vais pas davantage, et c'est par l'esprit, par la raison qu'on parvient à la connaissance de la vérité. Euh, je ne développe pas plus le commentaire parce que je vous ai euh, déjà un petit peu présenté ça ici et je vous ai mis un lien surtout là vers un commentaire audio que j'ai déjà fait. J'espère que vous l'avez écouté, je sais pas. Enfin, en tout cas, il faudrait l'écouter parce que ça vous dira l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur cette fameuse allégorie. Voilà. Ensuite, on passe à Descartes. Alors Descartes, lui aussi, on peut le considérer comme un rationaliste. Alors même si évidemment, en tant que scientifique, vu qu'il n'était pas que philosophe, en tant que scientifique, il a aussi fait des expériences, il a aussi bien compris que pour connaître, il fallait observer. Hein, quand il a travaillé dans le domaine de la biologie ou de la physique, par exemple, dans le domaine de tout ce qui concerne la mécanique, c'est-à-dire la science du mouvement, évidemment qu'il a observé et qu'il a fait des expériences. Donc il a entendu parler d'expériences, par exemple celle de Galilée, bien sûr. Mais
si on peut le classer dans le courant rationaliste, c'est parce que pour lui, fondamentalement, il y a en nous déjà des connaissances innées, hein, qu'il appelle des idées innées, voilà, qui sont, comme je vous l'ai mis ici, des vérités que Dieu a mises en nous. C'est-à-dire que, bien sûr, on apprend en partie de l'expérience, mais notre esprit est déjà préformé, il est préparé à connaître, et donc il n'est pas du tout vierge, il n'est pas du tout vide à notre naissance, d'accord. Et l'expérience, elle ne peut être compréhensible que parce que notre esprit est déjà préparé à connaître, on va dire, et peut mettre en forme notre expérience. Là, donc, on voit que ça s'oppose vraiment à ce que la façon de considérer les choses des empiristes, et d'ailleurs Locke par exemple, hein, voilà. Locke, c'est un auteur qui s'oppose comment dire, frontalement à Descartes, en disant, en rejetant la théorie des idées innées, et en disant que l'esprit n'est pas comme une table rase ou une feuille blanche, pardon, que l'esprit est une table rase ou une feuille blanche à la naissance. Il est tout ce que nous savons, ça nous vient de ce que nous observons, de ce que nous percevons, ça nous vient de l'expérience, d'accord. Toutes les idées qui se trouvent dans notre esprit ont pour origine nos sens, ont pour origine ce qui nous arrive, on pourrait dire ça comme ça. Alors après, bon, si on rentre un peu dans le détail, mais on n'a pas besoin, mais il y a différents types d'idées, enfin il y a les idées qui dérivent directement de nos sens, qu'il appelle les idées de sensation, et les idées qui, comment dire, sont indirectement liées à l'expérience, ce sont les idées de réflexion, c'est-à-dire ce sont ces idées qu'on se forme à partir des idées de sensation, c'est-à-dire que à force de, je sais pas, j'ai l'idée de plein de couleurs grâce à mes sens, grâce à ma vue, au sens de la vue, au bout d'un moment, enfin, je peux former du coup le concept de couleur, en fait. Mais ce concept de couleur, c'est mon esprit qui le forme, mais sur la base des sensations, voilà. Sur la base de l'expérience. Bon voilà, donc ce qu'il faut juste retenir l'idée générale. En philosophie, il y a deux grands courants, le rationalisme et l'empirisme, et ils s'opposent sur la question de savoir d'où viennent nos connaissances, pour résumer. Alors, si on passe au point 3.2, donc que j'ai intitulé La vérité dans les sciences, donc là, c'est dans cette partie-là, je vous parle de, rapidement, hein, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler très en détail, surtout pas de cette manière-là, mais disons que quand on parle des vérités scientifiques, il faut bien voir que selon le type de science dont on parle pas tout à fait de la même chose. Enfin, une vérité mathématique, elle n'est pas de même nature qu'une vérité physique ou une vérité en biologie, et elles-mêmes, elles ne sont pas de la même nature qu'une vérité en histoire, ou une vérité en psychologie ou en sociologie. Elles ne sont pas toutes établies, ces vérités, de la même façon, et c'est de ça qu'on va parler, des différents procédés par lesquels on parvient à la vérité dans les différents types de sciences. Alors, avant de rentrer dans le détail de ça, là, je vous ai mis ce texte en lien, un texte donc ce qui, comment dire, donne une espèce de typologie, de classification des sciences, hein, un texte de Karl Hempel, donc tiré d'un livre qui est un classique de la philosophie des sciences. Donc ce qu'il dit, hein, c'est que on peut diviser la recherche scientifique en deux grands domaines, les sciences empiriques et celles qui ne le sont pas. Donc sciences empiriques, c'est-à-dire celles qui sont liées à l'expérience, où il y a une base d'observation, une base qui est liée à nos sens. Une science empirique, par exemple, c'est, je sais pas moi, la botanique. Quand on étudie les plantes, pour arriver à dire quoi que ce soit sur les plantes, il faut en observer. Ça paraît évident, ça l'est évident. Donc ça, la botanique, c'est une science empirique. La géologie, c'est une science empirique. La physique, c'est une science empirique. La génétique, c'est une science empirique. Il faut bien observer des cellules pour voir comment elles fonctionnent. Par contre, les mathématiques, la logique, elles, ce ne sont pas des sciences empiriques. Elles portent sur des objets qu'on ne peut pas observer, dont on ne peut pas faire l'expérience, qui ne se trouvent pas dans la nature, pour le dire vite. Hein, il dit après, les premières, donc les sciences empiriques, tentent d'explorer, de décrire, d'expliquer, de prévoir les événements du monde dans lequel nous vivons, hein, les événements du monde, donc le monde extérieur. Leurs énoncés doivent être confrontés à l'expérience, et on les accepte que s'ils sont confirmés par une évidence empirique. C'est-à-dire que un énoncé vrai ou valide dans le domaine des sciences de la nature,
c'est un énoncé qui est conforme à la réalité extérieure, à la réalité sur laquelle il porte. Ça rejoint la définition de la vérité qu'on avait vue au début, c'est la vérité correspondance, c'est la vérité comme accord de l'esprit avec le réel. Voilà. Celle-ci donc est obtenue de bien des manières, on parle de l'évidence empirique, par expérimentation, par observation systématique, par entretien ou par enquête. Alors expérimentation, on peut penser à la physique ou à la biologie, observation systématique, peut-être des sciences dans lesquelles il est plus question de classification, par exemple certaines parties de la biologie, quand je parlais de la botanique par exemple, le classement des plantes en fonction de différents types. Par entretien ou par enquête, on est plus dans les sciences sociales, hein, la sociologie en particulier, ou la psychologie. On mène des enquêtes, on mène des entretiens avec des personnes auxquelles on soumet des questionnaires. Par des tests psychologiques ou cliniques, bon, ça c'est assez clair. Par l'examen attentif de documents, d'inscriptions, de monnaies, de vestiges archéologiques. Là, il fait référence bien sûr à l'histoire. Donc, on voit que parmi ces sciences, et d'ailleurs il en parle après, mais parmi ces sciences dites empiriques, il y a les sciences de la nature, hein, comme la physique et la biologie, et il y a aussi les sciences sociales, les sciences humaines, comme on dit aussi parfois, comme la sociologie, l'histoire, la psychologie. Voilà. Alors, cette dépendance à l'égard des faits distingue les sciences empiriques de celles qui ne le sont pas, comme la logique ou les mathématiques abstraites, dont on démontre les propositions sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'expérience. Voilà, les sciences empiriques sont dépendantes des faits, dépendantes du monde extérieur. On ne peut rien dire si on observe dans ces domaines-là si on n'observe pas le monde, alors qu'en mathématiques ou en logique, on travaille dans l'abstrait, on travaille abstraction faite de ce qui existe dans le monde. On peut travailler même sur des hypothèses qui n'ont rien à voir avec l'expérience. On peut très bien imaginer, je sais pas moi, en mathématiques, travailler dans un espace à 12 dimensions. Bon, pour notre monde à nous, ça ne nous sert pas à grand chose, on voit pas bien quel est le rapport avec notre réalité qui n'est qu'en 3 dimensions, mais pourquoi pas, ça peut avoir un intérêt mathématique de travailler, de développer des théories, des théorèmes dans un espace à n dimensions, on va dire. Donc ensuite, on divise souvent à leur tour les sciences empiriques en sciences de la nature et en sciences sociales. Cette division repose sur un critère bien moins clair que celui que nous invoquions pour distinguer la recherche empirique de celle qui ne l'est pas, et il y a des divergences sur le tracé de la frontière. Bon là, ça revient sur la remarque que j'ai faite avant, enfin, sur le fait que parmi les sciences empiriques, on peut distinguer sciences de la nature et sciences sociales. Bon, c'est une distinction qui est pertinente, enfin, mais qui n'est pas aussi fondamentale que celle que l'autre, parce que finalement, dans les sciences sociales comme dans les sciences de la nature, même s'il y a des différences entre elles, hein, il y a des différences entre la psychologie et la biologie, bien sûr, mais sur les démarches, les moyens mis en œuvre, les méthodes, il y a aussi beaucoup de points communs finalement, puisque ce sont des sciences dans lesquelles on va imaginer des hypothèses, les tester grâce à des expériences, à des protocoles expérimentaux, etc. etc. Voilà. D'habitude, on met sous la rubrique sciences de la nature la physique, la chimie, la biologie et les disciplines adjacentes. Dans les sciences sociales, on inclut la sociologie, la science politique, l'ethnologie, l'économie, l'histoire et les disciplines qui leur sont liées. Bon. Je ne rentre pas dans le détail après sur le fait que la psychologie peut être considérée entre les deux, bon, on s'en fiche un petit peu, c'est pas forcément fondamental pour nous. Alors, donc voilà, avec ce texte, on a cette typologie des sciences dont je parlais tout à l'heure, et maintenant on va pouvoir parler un peu plus dans le détail de chacune de ces sciences ou de ces grands domaines. On va commencer par les mathématiques.